Au sommaire de cette édition au Soudan, une commission chargée de faire la lumière sur les différentes répressions meurtrières a été mise en place ce dimanche. Elle a 3 mois pour livrer ses conclusions. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aux autorités égyptiennes d'enquêter sur les allégations de torture sur les militants emblématiques détenus. Et puis, en République démocratique du Congo, des personnes détenues irrégulièrement ont été libérées. Leur libération s'inscrit dans le cadre d'un processus de désengorgement des prisons. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. L'opposant et ancien chef rebelle Riek Machar a promis de ne pas participer au prochain gouvernement d'union qui sera mis en place au Soudan du Sud. Il en a fait l'annonce ce dimanche à une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il a rencontré. L'ancien chef rebelle est non partant pour la formation d'un gouvernement d'union avec le président Salva Kiir. Une annonce qu'il a faite dimanche lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3 semaines avant la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale fixée au 12 novembre. C'est pour éviter une catastrophe, argument avancé par Riek Machar pour annoncer le nouveau report. L'ancien vice-président de Salva Kiir a indiqué qu'il n'avait pas réussi à s'entendre avec l'autre parti, notamment sur la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États sud-soudanais. Arrivé à Djouba ce week-end, Riek Machar a averti que si les questions de sécurité n'étaient pas réglées, le pays connaîtrait des combats comme en 2016, lorsqu'un accord de paix antérieur avait échoué, le contraignant à fuir le pays et aggravant le conflit. Mais selon un membre de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, les problèmes identifiés par Riek Machar peuvent être résolus d'ici le 12 novembre. D'autres signataires de l'accord sont divisés sur un éventuel report de la date butoir. Les États-Unis ont pour leur part déclaré qu'ils n'accepteront pas d'autres retards dans la formation d'un gouvernement de transition et qu'ils réévalueront leurs relations avec le Soudan du Sud et pourraient imposer des sanctions aux dirigeants si un gouvernement n'est pas formé d'ici le 12 novembre. Toutefois, Salva Kiir et Riek Machar devraient poursuivre leur pourparlers ce lundi. Le gouvernement d'Abdallah Hamdok a mis en place une commission chargée d'enquêter sur les répressions meurtrières de manifestants intervenus cette année lors de sit-in à Khartoum et dans d'autres localités du Soudan. La commission est censée achever ses travaux en 3 mois et peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'1 mois si elle le souhaite. Mise en place ce dimanche, la commission chargée de faire la lumière sur les différentes répressions meurtrières au Soudan devra éclaircir les circonstances dans lesquelles plusieurs manifestants ont été tués, violés ou jetés dans le Nil lors des protestations devant le ministère de la Défense à Khartoum, siège de la junte qui a pris le contrôle du pays après la chute de El-Béchir. Elle disposera de larges pouvoirs pour citer des témoins, y compris des fonctionnaires, et aura accès aux documents officiels, aux rapports, aux forces de sécurité et aux dossiers médicaux. La nouvelle structure sera chargée d'identifier les responsables de la répression ainsi que d'établir le nombre de morts, de blessés, de disparus et des pertes financières subies par les personnes touchées. Selon les médecins pro-démocratie, près de 130 personnes ont été tuées lors du raid et des violences des 3 et 30 juin dernier. Les militaires qui contestent ces chiffres ont reconnu 87 décès. Plusieurs autres auraient trouvé la mort dans un raid le 30 juin dernier dans la capitale et d'autres villes du pays. La commission est censée achever ses travaux en 3 mois et peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'1 mois si elle le souhaite. Elle peut également demander l'assistance technique de l'Union africaine qui a joué un rôle de premier plan dans la transition du Soudan. Par ailleurs, la justice soudanaise avait déjà affirmé qu'au moins 8 officiers militaires seront poursuivis en justice pour des crimes contre l'humanité après la mort de manifestants le 3 juin dernier. Récente détention de militants emblématiques en Égypte, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'insurge et demande aux autorités d'enquêter sur les allégations de torture sur ces personnes détenues.
Plusieurs militants connus pour avoir participé à la révolte populaire de 2011 ont été arrêtés ces dernières semaines en Égypte. Parmi eux, la blogueuse et journaliste Esra Abdel Fattah et Alaa Abdel Fattah, blogueur et programmeur informatique. Ils sont accusés d'appartenir à un groupe terroriste, de le financer, de répandre de fausses nouvelles portant atteinte à la sécurité nationale et d'utiliser les médias sociaux pour commettre des délits de publication. Après son arrestation, Esra a été battue parce qu'elle a refusé de déverrouiller son téléphone portable et a été ensuite obligée de rester face à un mur pendant 7 heures, d'après le Haut Commissariat de l'ONU. L'agence de l'ONU appelle l'Égypte à enquêter rapidement et efficacement sur toute allégation de torture ou de mauvais traitement en détention. Des manifestations ont eu lieu à travers le pays, principalement les 20 et 27 septembre. Selon plusieurs organisations de défense des droits humains, environ 3000 personnes ont été arrêtées depuis le 20 septembre, dont des intellectuels, des militants politiques, des avocats et des journalistes. Les ONG estiment que ce coup de filet est le plus vaste depuis l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi en 2014. En République démocratique du Congo, plus de 200 personnes en détention irrégulière ont été libérées. C'était lors d'une cérémonie présidée par le ministre congolais de la Justice. La surpopulation et la lenteur dans le traitement des cas des détenus ont amené les autorités en République démocratique du Congo à libérer des prisonniers. Leur libération s'inscrit dans le cadre d'un processus de désengorgement des prisons. La mesure a concerné 237 personnes qui étaient en détention préventive et irrégulière. La décision de relax, selon le ministre congolais de la Justice, Célestin Tundaya Kassende, va s'étendre à d'autres milieux carcéraux du pays. Ce n'est pas normal que les citoyens se retrouvent dans des situations de privation de liberté parce que les autorités judiciaires n'ont pas bien fait leur travail. La majorité des personnes libérées étaient en prison depuis plusieurs mois et la détention de certaines remonte à 2013, a réagi Emmanuel Collet, un défenseur des droits des prisonniers. Construite à l'époque coloniale, avec une capacité d'accueil de 1500 personnes, la prison de Makala à Kinshasa compte aujourd'hui plus de 8000 détenus, dont 850 condamnés. On reste en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi et le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, s'en vont en guerre contre l'insalubrité dans la 3e grande mégapole d'Afrique. En faire une ville florissante, innovante et salubre est la priorité des autorités de la capitale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé un vaste programme de changement des mentalités, incluant la lutte contre l'insalubrité dans la 3e grande mégapole africaine Kinshasa, une ville où les habitants se plaignent de vivre dans une décharge. En faire une ville florissante, innovante et salubre est la priorité des autorités de la capitale. Parfois, les maladies que nous connaissons ici, c'est à cause de nos comportements. Ce n'est pas un mauvais sort. Souvent, c'est à cause de la mauvaise gestion des immondices. Vous demandez que nous luttions contre le vol, la corruption et le détournement. Nous vous demandons de changer de mentalité. Il faut changer. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le président Félix Tshisekedi. C'était lors du lancement samedi du programme Kimbo Peto, Kinshasa Propre, en présence des officiels et habitants de la commune de Bandalungwa. Ce qui est demandé aux Kinois, c'est de consacrer 3 heures tous les derniers samedis du mois à nettoyer toutes les places publiques et les parcelles privées dans une ville qui croule sous les immondices, faute de ramassage régulier des ordures. Cette initiative est portée par le gouverneur de Kinshasa, Germain Mpondu, qui est le coordonnateur de l'opération Kimbo Peto. Le programme de changement des mentalités s'attaque aussi à d'autres aspects du quotidien des Kinois. Depuis 2 mois, les autorités sanctionnent les débits de boissons pour des nuisances sonores. Ils ne peuvent fonctionner qu'à partir de 18h, et cela pour 5 heures de temps. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour sur Sika. Au Togo, la présidentielle de 2020 enregistre au fur et à mesure ses candidats. Togo Matin d'afficher en manchette Jean-Pierre Fabre, candidat pour la présidentielle de 2020. La troisième fois est-elle la bonne pour le candidat investi par l'ANC? Autre titre avec le même journal, vote des Togolais de l'extérieur. Tikpi Achadam doit-il jubiler? Le quotidien Liberté affiche de son côté grogne à la CENI. Les logisticiens réclament des arriérés de salaire et menacent. Et puis, présidentielle de 2020, investi candidat par l'ANC, Jean-Pierre Fabre s'engage pour l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. En Côte d'Ivoire, la veille d'armes en vue de la présidentielle se poursuit. Fraternité matin, hommage au chef de l'État dans la Maraoué, Kobena Adjoumani, le vrai héritier d'Oufoué. C'est celui qui poursuit son action de développement. Le jour abonde dans le même sens, présidentielle 2020, pendant que Bédié se contente de Benfoula Yamoussoukro, le RHDP tisse sa toile et consolide ses acquis. Sur le terrain, le nouveau réveil revient sur les activités de l'opposition et titre PDC-IRDA, mobilisation exceptionnelle sur les terres d'Oufoué du jamais vu en Côte d'Ivoire. Le quotidien d'Abidjan, samedi à Yamoussoukro, Bédié frappe fort, le RHDP tremble. Au Burkina Faso, il est aussi question de la présidentielle de 2020. Le quotidien titre rentrée politique du NTD, revue des troupes dans la Nyanya pour la victoire de Roch Kaboré en 2020. L'Express du Faso parle de sauvegarde de l'environnement, un marigot en passe de devenir un dépotoir d'ordures, et puis attaque terroriste au nord, 5 forces de défense et de sécurité tuées à Ban et Yansi. Au Cameroun, l'intégration revient sur la crise majeure du moment, zone anglophone du Cameroun, horreur et terreur. Le messager à présent, après sa sortie de prison, Kamto met le régime au travail. Le Tri-Hebdo le soir, sur la même actualité, sur Radio France Internationale, Famé Ndongo recadre Kamto. Et puis inondation sur l'extrême nord, Paul Atanganji apporte une assistance de 150 millions aux sinistrés. Au Sénégal, pour finir, l'AS affiche en manchette pour avoir soutenu que Macky Sall entame son dernier mandat. Sori Kaba se fait lyncher par l'APR. Réhabilitation de Karim Wade par l'ONU. Ses avocats demandent à l'État de hâter le pas. Sud Quotidien, reconfiguration du jeu politique post-présidentiel. Macky Sall en roue libre. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.